Bienvenue, je vous remercie d'être avec nous. Je suis Coralie Lemierre, je suis responsable du campus de l'ESB, l'École supérieure du bois, école d'ingénieurs à Lyon. Je vais animer ce webinaire qui a pour sujet exercer son métier dans des lieux d'exception. Et si vous deveniez agenceur dans le luxe, nous sommes 4 personnes pour ce webinaire. Pierre Hasbrook va répondre à vos questions et illustrer ce sujet avec l'expérience de son groupe, l'entreprise ASAP. Nous avons également avec nous Romain, qui est responsable de la formation master spécialisée à l'ESB, et Anne-Charlotte Coupin, qui est responsable de la communication. Ce webinaire a été organisé et fait suite à la sollicitation des entreprises, les professionnels de l'agencement, qui souhaitaient que soit créée une formation à destination d'étudiants ayant déjà un diplôme, mais souhaitant se spécialiser sur la gestion des projets en agencement. Et les professionnels ont émis ce souhait, ont rencontré les enseignants et les dirigeants de l'ESB, et cette rencontre a créé une collaboration et a permis de construire une formation spécifique en 1 an, que Romain vous expliquera à la fin de ce webinaire. Dans un premier temps, on va donner la parole à Pierre Hasbrook. Pierre, je te propose de te présenter et ensuite de nous présenter un petit peu aussi le groupe ASAP avant qu'on démarre. Je te Très laisse la bien. parole. Merci Coralie, bonjour à tous. Voilà, donc j'ai la dure tâche de vous convaincre de découvrir ce métier, de nous rejoindre, de rejoindre les belles entreprises qui composent l'écosystème du métier de l'agencement en France et à l'étranger. C'est un métier que j'ai découvert par le hasard de rencontres et qui m'a fait racheter une première entreprise d'agencement il y a maintenant 18 ans, quasiment, jour pour jour. C'était une entreprise qui s'appelle Saga Agencement, qui existe toujours et qui faisait du retail. Et puis, petit à petit, le groupe ASAP a acquis un certain nombre d'entreprises, certaines qui fonctionnaient bien, d'autres en difficulté, pour composer un groupe qui, aujourd'hui, fait environ 75 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui couvre l'agencement dans le secteur du tertiaire, de l'hôtellerie et du résidentiel de luxe. Comme je vous disais, moi, je ne suis pas du tout agenceur. Je suis ingénieur généraliste au début de ma carrière, enfin, dans ma formation et au début de ma carrière. Je suis un peu touche à tout et j'ai trouvé dans l'agencement un territoire d'expression complètement extraordinaire, en fait. Méconnu, il m'arrive de présenter notre métier, notamment il n'y a pas très longtemps à l'INSA à Lyon. J'ai quand même quelques ingénieurs qui pensaient plutôt bâtiment, génie civil, construction, clos couvert, des belles tours, des choses comme ça, qui d'un seul coup sont redécouverts une passion pour l'aménagement intérieur et pour ce métier ultra riche. On va passer à quelques illustrations de ce métier, parce que c'est mieux d'en parler comme ça, mais vous allez voir qu'en plus, les lieux dans lesquels on peut exercer notre métier sont très attirants. Donc, Romain, si on peut avoir. Le premier, alors, à chaque fois, vous verrez qu'une photo, mais les espaces sont beaucoup, beaucoup plus diversifiés que ça. Première illustration, et vous le verrez, nous, maintenant, chez ASAP, ça fait quelques années qu'on déploie notre métier dans l'univers du prestige ou du premium. Ça représente environ une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et du métier d'agenceur, tel qu'on l'exprime, qui est autour du bois ou de multimatériaux, qui compose par exemple, comme on le voit sur la photo, ce bureau sur mesure, ces ouvertures, ces fenêtres cintrées, ce plafond en corniche et moulure. Ça, c'est le métier de l'agencement menuisé. Mais pour réussir ce métier d'agencement menuisé dans l'univers de luxe, de plus en plus, en fait, on a cherché à maîtriser l'environnement de ce métier de l'agencement menuisé, c'est-à-dire tout ce que vous voyez, sol, mur, plafond, que ce soit le sol en marbre, que ce soit le plafond en staff, que ce soit l'intégration de la menuiserie extérieure, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est aussi le travail de l'agencement, qu'on appelle agencement tout corps d'état. Et vous allez voir à travers les différentes illustrations, il peut partir
uniquement des corps d'état architecturaux, et puis à la fin, on se retrouve à faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Et dans ce périmètre, le travail du chargé d'affaires, du responsable d'opération est passionnant. Parce que d'abord, il y a la phase de conception. Il faut savoir que la Messardière, c'est un palace qui est à Saint-Tropez, qui appartient au groupe Les Hérelles. Et Les Hérelles est un gros développeur de projets, mais très dans l'urgence. Voilà, leur ADN est comme ça, c'est qu'ils vont très très vite et ils demandent aux partenaires d'aller très très vite. En l'occurrence, là, il s'agit d'environ 10 millions d'euros de travaux qui ont été réalisés entre février 2020 et juin 2020. Donc ça ne vous échappera pas que c'était en plein milieu du premier confinement. Voilà, qu'il fallait. Et quand on est parti février 2020, il n'y avait pas grand-chose de dessiné. L'architecte est négligée, mais elle a beaucoup, beaucoup de projets, donc elle compte beaucoup sur nous, finalement, pour réussir à développer ces projets. Et le premier travail du chargé d'affaires, c'est déjà de comprendre les attendus, de mettre en relation l'architecte avec la bonne personne au sein de son équipe ou d'équipe partenaire pour trouver tout de suite des bonnes solutions pour assurer la faisabilité. Voilà, ça c'est donc un projet qu'on a déployé sur un spa, sur des suites, sur le lobby d'entrée. Et là, c'est juste la réception du spa que vous voyez, mais effectivement, c'est très très varié, beaucoup de chantiers différents. On peut aller à la référence suivante. Juste une question, Pierre, parce que tu dis que là, c'était Ouais. un chantier dans l'urgence, c'est-à-dire qu'au démarrage, quels sont les éléments que vous avez en main chez ASAP pour pouvoir commencer à travailler et diagnostiquer tout de suite les urgences dans les urgences? Alors, on démarre avec un plan de repérage, c'est déjà pas mal. On démarre avec quelques élévations, pas beaucoup, et on démarre avec des échanges sur les principes de ce qui est apprécié. En particulier chez Néligé, on apprécie la symétrie comme on le voit ici. On va toujours chercher la symétrie. Ça veut dire que dès le départ, on n'a pas énormément d'éléments. On n'a pas de pièces écrites, ou très peu, ou s'il y en a, elles ne sont pas tout à fait justes. Donc vraiment, notre travail, c'est à la fois l'écriture du projet, la définition du projet, en même temps le chiffrage au départ. Et après, le suivi tout au long des travaux. On a des Et la éléments. phase de chiffrage, si tu peux illustrer entre le début et la fin du projet, la phase de chiffrage, elle prend quelle proportion? Elle prend un mois à peu Un près mois. sur un projet de ce taille-là. Après, il y a beaucoup de travaux modificatifs, puisque en fait, on n'est pas, et c'est souvent le cas dans le domaine du luxe, parce que en fait, le luxe, c'est tout ce qu'on connaît dans le bâtiment, dans ce qui se passe en l'architecture intérieure, mais encore plus poussé. C'est-à-dire qu'en fait, on sait tous que un projet d'agencement, il va être soumis à modification, plus le maître d'ouvrage va rentrer dedans, et plus il va réaliser ce qu'il est en train de découvrir, lui, il va se dire, ah ben non, c'est pas tout à fait comme ça que je voulais. Ben, dans le luxe, il y a des attentes encore plus grandes. Donc, quand on va voir se dérouler le projet, on est à peu près sûr qu'il y a des choses qui vont être modifiées. Donc, Donc le dialogue est permanent du coup. le dialogue est permanent et la phase chiffrage qui est faite chez nous avec des économistes de la construction qui accompagnent le responsable du projet, eh bien, ces économistes de la construction vont avoir une grande phase de travail au début, mais après, tout au long du chantier, ils restent présents pour analyser les modifications, faire valoir les plus, les moins, comme d'habitude par rapport à ça. Ok, merci. La référence suivante, voilà. Bah, le Cheval Blanc à Paris, un des plus beaux palaces du monde, surtout avec une des plus belles vues qu'on puisse avoir dans un palace urbain. Le joyau de LVMH à Paris. Là, on a déployé, en fait, on a réalisé l'agencement tout corps d'état. Là aussi, c'est du tout corps d'état. Donc, on a fait exprès de vous montrer quelque chose où il n'y a pas de bois pour montrer que le travail de l'agencement, c'est pas que le bois. En l'occurrence, on voit qu'on a de la serrurerie, on a du marbre, bien entendu, on a de la miroiterie, on a le petit meuble en bas à gauche, qui est un meuble qui a été fabriqué sur mesure dans nos ateliers, qui mélange de la serrurerie, du tissu pris dans le verre, du marbre et autres. Donc, typiquement, là, on est sur un chantier très cadré, c'est LVMH, Peter Marino, et on se dit, en réalité, bah, voilà, on va déployer. C'est loin d'être simple. En fait, Peter Marino, il fait une conception sur une chambre type, mais on est dans un bâtiment en rénovation, Eiffel, donc plutôt ancien, dans lequel chacun des espaces réservés aux chambres qu'on a réalisés, c'est-à-dire à peu près une trentaine de chambres, est différent. Et en même temps, il ne faut pas perdre le fil. C'est-à-dire que le travail de l'agenceur dans ce cadre-là, c'est de dire j'applique mes principes que j'ai vus sur une chambre type et je les applique et je les déroule sur toutes les autres chambres.
sachant qu'on peut avoir des angles différents, qu'on peut avoir des espaces différents, des corridors différents. Donc, on est force de proposition pour travailler avec la maîtrise d'œuvre qui était en l'occurrence Egis, pour traduire en fait cette volonté initiale de Pinor Marino et de la traduire dans tout l'espace. Très important, une fois qu'on fait ça, c'est que plus on est dans le luxe, plus on doit respecter des détails. Et le détail dans le luxe, ça se mesure à quelques points. Par exemple, le calpinage. Dans le luxe, on ne fait pas partir un carrelage ou une pierre n'importe quand, n'importe comment. On a des angles qui sont respectés. Donc la première chose que fait l'équipe, c'est de tracer les axes et de compartimenter l'espace et que cet espace soit compartimenté pour respecter le calpinage, les choses particulières. En l'occurrence, sur ce projet, on ne le voit pas, mais de l'autre côté de la salle de bain, on a des habillages en bois qui sont des habillages tressés, dont le pas fait 32 mm. Donc, il fallait exactement que le découpage de l'espace nous permette de ne jamais couper ce pas de 32 mm. Le travail du conducteur de travaux ou du chargé d'affaires dans cette opération, c'est déjà effectivement de piloter des équipes diverses, c'est-à-dire son bureau d'études, ultra important dans le luxe, qui va lui donner les bonnes informations, de piloter les entreprises dans le timing, d'en faire respecter le planning, mais de s'assurer pour que le planning soit respecté, que toutes les informations qui leur parviennent via le bureau d'études soient justes. Vous savez, le nombre de fois où on découvre que finalement on ne travaille pas sur les bons indices de plan, tout ça. Donc il y a tout un travail d'organisation, de planification, d'autorité. Hein, c'est un mélange dans lequel il faut avoir des compétences techniques minimales, mais il faut avoir également des compétences, des aptitudes personnelles et de communication qui permettent de faire aboutir ce projet. On est sur un projet là qui est parti d'un chiffrage à 5 millions d'euros et qui termine à 13 millions d'euros. Donc, il faut être capable aussi de trouver les solutions pour faire face à des demandes croissantes, ces modifications incessantes. Dans le luxe, il y a beaucoup de modifications et donc, il ne faut pas perdre le fil. D'où l'organisation et ce travail en équipe. Là, le chef de projet, il doit absolument avoir une grande capacité d'animation d'équipe. Tu évoquais que c'était le client LVMH. Oui. Quelle particularité cela signifie quand le client est un groupe dont on pourrait penser qu'il n'est pas souple, mais là, en l'occurrence, il l'a été plutôt. Qu'est-ce qui est particulier quand on a affaire à un groupe tel que LVMH? Ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on ne pourra pas se taper dans la main forcément en se disant on se mettra d'accord à la fin. Donc, ce qui est particulier, c'est quand même il y a des procédures. Dès que, typiquement, le responsable de l'opération, dès qu'il y a une modification, il ne peut pas juste se contenter de faire un mail ou pire même de l'évoquer à l'oral. C'est-à-dire qu'il doit faire une FTM, une fiche de suivi des modifications qui sont associées à des plans, à des détails et à des prix. Voilà. La traçabilité du projet est indispensable. On a affaire, là, on fait du corps d'état architecturaux, on vient s'intégrer dans ce qu'on appelle une white box, donc en fait, on récupère juste une boîte béton placo dans laquelle on va dérouler ça. Mais l'interface la plus importante pour nous, elle est avec les fluides. Les fluides, donc tout ce qui est CVC, électricité. Je prends un exemple. On le voit un tout petit peu à droite, là, sur les angles. On a un plafond en staff dans la chambre. Les têtes de sprinkler, il est sprinklé cet hôtel, elles doivent tomber pile poil aux angles. Il est hors de question qu'elles ne tombent pas pile poil aux angles. Ce qui se passait à peu près, c'est qu'à chaque fois, là où étaient placées les têtes de sprinkler, ce n'était pas exactement aux angles. Et c'est notre engagement de faire respecter ça. Donc le conducteur de travaux, il doit aussi faire preuve de fermeté par rapport au respect des implantations des fluides. De la même façon, nous, on avait un engagement contractuel, et tu parles de LVMH, donc on a des contrats très stricts sur la hauteur sous plafond de la chambre. La hauteur sous plafond, elle dépend évidemment des gaines, des passages de gaines. Donc, si les fluides ne respectent pas ces altimétries, on est très bloqué et on ne respecte pas notre contrat. Tout ça, c'est le rôle dans notre métier par rapport à ça. On va dire que là, par rapport à d'autres métiers du bâtiment, on a d'abord une grande variété de projets. On a une exigence qui est féroce, mais sur laquelle le client est lucide. Donc, on a des clients quand même qui sont reconnaissants. On découvre des métiers d'art qui sont incroyables, comme on peut le voir. On a tous les jours des choses à régler et en même temps, on travaille dans une équipe nécessairement pluridisciplinaire et avec un goût du détail qui est prononcé.
Une autre référence, s'il te plaît, Romain. Avant, projet pour Moët-Hennessy, ça c'est un petit bijou ultra complexe, c'est tout petit, Cravant. Allez-y, on boit des excellents cocktails. Donc c'est un bar là qui est situé sur 5 niveaux. Euh, à chaque fois, vous le voyez à gauche, c'est le bar du premier étage. Celui de central, c'est le rez-de-chaussée. Et celui d'en dessous, là, Très c'est le chaleureux. deuxième étage. C'est très chaleureux, le deuxième étage. Là, ce que vous voyez, ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a eu, ce qu'on a eu au départ. Ce qu'on a au départ, c'est un immeuble qui est situé quartier Saint-Germain, à l'angle du boulevard Saint-Germain et la rue du Dragon. Mais c'est un immeuble d'habitation auparavant. Donc tout est en placo. On a très peu de poutres restantes, très très peu, pas dans les espaces que vous voyez. Et on nous dit, bah, c'est un immeuble du 17e, c'est un des rares qui reste du 17e. Donc l'objet là, c'est de reconstituer un décor déjà de 17e siècle. Donc, on est allé, et là, le travail fait avec Rami Fischer, on est allé au musée de la chasse pour voir comment les boiseries, c'est un très bel exemple historique, comment les boiseries étaient faites. On a pu constater qu'ils utilisaient de la dose, du fil pour mélanger ça en panotage pour créer les boiseries. On a travaillé là aussi bien dans le bois qui était fabriqué chez nous et chez des partenaires que dans la pierre. Vous voyez par exemple ce qu'on voit au sol sur le rez-de-chaussée, c'est de la pierre de Bourgogne récupérée dans des châteaux. Donc on est à la fois dans quelque chose qui a l'air vieux, il fallait qu'on donne l'exemple, hein, qu'on donne l'image que c'était là depuis toujours. Et donc, pour arriver à ça, bah, on travaille avec des spécialistes du patrimoine, on travaille avec le designer, et il n'y a pas 1 mètre carré qui se ressemble. Donc, c'est un petit bijou comment dire, c'est certainement l'exemple que je pourrais donner pour montrer la quintessence de notre métier. C'est ultra complexe, il y a des fluides partout, c'est tout petit, tout petit, petit, petit. Il y a de la récupération et du nouveau, et le principe qui a été retenu par Rami Fischer, c'est la boîte dans la boîte. Donc on se retrouve sur l'image de gauche, vous voyez ce bar très drugstore, voilà, donc multimatériaux, hein, une implantation tout en marbre, en haut c'est de l'inox, et des lames en inox, et à gauche, on se retrouve avec des lambris, des modés nature et des petites fresques également et des moulures. Un contraste de design Voilà, entre les deux à chaque fois. magnifique. Ça, c'est un projet sur lequel je pense que l'agenceur a tout son sens. Là, c'est un agencement également corps d'état architecturaux, parce qu'il y a beaucoup trop de détails d'interface pour le gérer autrement. Il faut de la patience sur un projet comme ça. C'est un projet qu'on démarre en juillet 2022, qu'on livre en juin 2023. Faut savoir qu'en fait, on débarque en juillet 2022, on part d'une esquisse en fait. Donc, on travaille en co-conception avec le designer. Si on faisait le travail classique, on aurait livré 6 mois plus tard minimum. Pourquoi? Mm. Parce que le schéma classique du bâtiment, c'est de dire, je vais définir toutes mes pièces, je vais faire un avant-projet sommaire, un avant-projet détaillé, j'arrive au dossier de consultation des entreprises, et là, les entreprises chiffrent. Il est fort à parier que de toute façon, le budget aurait été dépassé. Donc nous, on s'est battu à chaque fois en donnant des estimatifs contre le budget pour trouver des solutions d'interprétation du design du designer, en fait, de Rami Fischer. Donc le travail, là, pour le coup, du responsable de projet, plus on est quand même dans un bâtiment ancien avec des problèmes structurels dont on a dû s'occuper également pour pouvoir respecter le dessin. C'est vraiment un travail de communication, d'empathie, comment dire, de patience et de calme et sérénité par rapport à un enjeu de délai qui est toujours posé. Mais en fait, pour vous donner une idée, aucun, mais ça, certains de mes confrères ici présents le savent très bien, aucun des jalons, en tout cas, de validation de plan n'a été respecté. Aucun, mais plus que pas respecté. C'est-à-dire qu'en fait, on a livré en juin et je pense que le 15 mars, il n'y avait rien de posé. Voilà. Parce que tellement on a eu de retard sur les renforts de structure, on a creusé une cave, enfin beaucoup de choses comme ça. Voilà. En fait, il faut qu'il y ait une vraie co-élaboration des solutions et une vraie confiance entre à la fois le maître d'ouvrage, l'architecte, le créatif et l'agenceur. Exactement. Et on avait une super équipe. Donc, on a pu s'en sortir. Un super porteur de projet côté maîtrise d'ouvrage, moi, TMC. Et, euh, et, euh,
et une super équipe de bureau d'études. Voilà, ça n'a pas été facile, mais vraiment, le résultat est à la hauteur et je trouve que c'est un lieu magnifique. En fait, c'est un métier où on ne s'envoie pas des cahiers des charges par mail. On a vraiment besoin de se voir De sur te place, voir, de tout à discuter, fait. De d'échanger comprendre. beaucoup. De comprendre, de prendre. Le travail en fait, le travail c'est pour ça qu'il faut, dans ce métier de conducteur et de responsable de projet, dans l'agencement, et en particulier haut de gamme, euh, il y a un certain nombre de préalables et comment dire, d'appétence ou de facilité personnelle. Voilà. Bien sûr, il faut être curieux, il faut être organisé, mais en même temps, il faut avoir quand même une base technique minimale, et ça, c'est le but de la formation, parce qu'il faut identifier quel est le bon interlocuteur. En face du décorateur, on peut mettre quelqu'un de son bureau d'études, mais on peut mettre également une entreprise partenaire. On va faire venir, qui va pouvoir compléter la vie. On peut mettre également des bureaux d'études fluides. Voilà. En fait, il faut être capable d'identifier quel est le bon interlocuteur au bon moment. Il faut être quand même capable de répondre assez facilement à des questions assez simples, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir trancher quand même, malgré tout, Mm. assez rapidement. Et il faut anticiper les classiques écueils qu'on apprend au fur et à mesure. On les apprend un peu moins à l'école que quand on a du Sur le vécu terrain. que sur le terrain, mais il faut s'en souvenir, il faut avoir un peu de mémoire. Mais généralement, comme ça pique, on a de la mémoire. Voilà, ça va bien. Voilà. Romain, si tu peux passer à la... Là, voilà. Alors, l'agencement, ça mène à ça aussi. C'est-à-dire, euh, là, les deux références que je vais vous montrer rapidement, c'est deux références de chalets très haut de gamme à Val-d'Isère et à Courchevel, sur lequel l'agenceur, notre travail d'agenceur va bien plus loin que ça. En l'occurrence, là, on dépose des charpentes, on refait des charpentes, on dynamite des caves. Il faut savoir que dans ce chalet, on a dynamité une cave en dessous. Donc, voilà. Et toutes ces choses-là, alors on n'est pas censé le savoir, mais encore une fois, il faut avoir du bon sens, avoir du réseau, savoir s'entourer, prendre des avis et prendre des décisions. Et effectivement, là, c'est une cuisine qu'on a créée, c'est un chantier en deux phases. C'est à Val d'Isère, on a une vue magnifique. Le chalet est incroyable. Ce sont des Anglais les propriétaires. Et donc, ils avaient et l'architecte anglaise, on le revoit d'un peu à la déco, d'ailleurs, c'est assez marrant. Et elle avait un correspondant qui était aussi un agenceur, donc qui était son salarié, qui était sur place en France et qui a très bien travaillé avec nos équipes. Et voilà, en fait, le travail de l'agencement ne s'arrête pas juste au bois, il ne s'arrête pas juste au corps d'état architecturaux. Dans ce métier, vous pouvez prendre de plus en plus de choses parce que quand vous connaissez la finalité, bah, vous êtes capable de piloter tous les lots pour arriver à la finalité. Et au contraire même. Le nombre de fois où, en fait, quand on est agenceur, on sait le temps que ça va mettre de poser les ouvrages de finition. On sait quels sont les préalables. Et on sait très bien que les fluides, il faut qu'ils passent avant et que ça ne sert à rien de finir un plafond magnifique si les fluides n'ont pas terminé leur travail, parce que de toute façon, ça va être Ça va déposé. changer. Et si on le dépose et on le repose, on n'aura pas la même qualité. Ce n'est pas possible. En fait, l'agencement, pour que ça soit réussi, il faut que ça soit du Lego. Il faut que ça soit de l'assemblage. Si on doit toucher des choses sur place, ça ne sera jamais parfait. Voilà. Donc, c'est bien ça. Et en l'occurrence, bah, pour que ça ressemble à ça, un agencement, c'est aussi bien de l'agencement intérieur qu'extérieur. Les deux se répondent. Bah, les fenêtres, tout ce que vous voyez, il faut que... Voilà. Et ça, c'est ce qui a été fait sur ce chantier. Et le chantier suivant, c'est voilà, vous voyez la grande Jacobine qui a été créée là, qu'on voit très bien. Là, vous voyez la chambre master, chalet 700 mètres carrés à 1850, avec un prix maximum garanti. C'est-à-dire que là, le travail de l'agenceur, c'est de dire, OK, mais là, on fait tout, hein. En l'occurrence, la charpente a été complètement déposée. On a réouvert les choses. Il y a autant de travaux de clos couverts que d'agencement dans ce lieu. Et on a assuré également la partie fluide qui nous permet voilà, de bien piloter l'ensemble et d'être sûr du résultat et de garantir le résultat en qualité, en prix et en délai. Voilà. Ce pas des sujets sur lesquels on peut s'engager. Moi, je trouve que c'est trop complexe de s'engager juste en faisant un bout du projet. Il faut qu'on maîtrise l'ensemble. Et c'est donc une opportunité pour les gens qui sont responsables de projet dans notre métier, finalement, de faire de la construction aussi. De déborder. De déborder, faire la construction, s'appuyer sur des bureaux d'études structure, sur des bureaux d'études fluides. Là-dessus, en l'occurrence, c'est même un contractant, quoi. Donc, on est toujours agenceur, on est parti sur un contrat avec format de contractant, en travaillant et
condensant tout le travail des bureaux d'études et de nos partenaires. Ça veut dire que c'est un métier aussi, il faut savoir être humble et dire je ne sais pas faire et je vais me rapprocher Oui, de gens qui savent faire et à les agglomérer dans l'équipe pour qu'ils fassent partie de mon équipe comme s'ils étaient à ZAP, même s'ils ne le sont pas. Donc, il y a exactement. un gros travail d'intégration de savoir extérieur, de savoir-faire extérieur. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut de la technique, mais pas trop, parce que en fait, je pense que avec ces nouveaux matériaux, les contraintes de temps, de tout ça, moi, c'est mon credo. Le groupe a été monté comme ça. Il faut être dans la collaboration. Donc, il faut avoir suffisamment de techniques pour identifier les problèmes et voir venir les coûts, mais les réponses, elles viennent d'une réponse collective. C'est évident. Avec l'expert qu'il faut à tel endroit, mais il faut lui nourrir avec les bonnes informations. Sinon, on part à l'envers. Donc, c'est quand même effectivement ce travail-là. Et puis on Mais c'est aussi revient. Oui, de vas-y, belles pardon. Ouais. découvertes de métiers qu'on ne Ah connaît oui, pas à oui, oui. l'origine. Ah oui, oui, c'est passionnant. Romain, si on peut passer à la dernière, je pense qu'il y a la dernière référence, mais c'est pour montrer. Voilà. Et là, on revient à un schéma plus classique d'agencement, puisque là, on n'a pas fait tout corps d'état, on a juste fait toute la partie agencement. Derrière, certains qui assistent à la réunion, Jean-Marie, c'est bien, puisque on a travaillé avec les équipes d'Atelier Saint-André aussi sur ce projet. Pourquoi? Parce que le projet est très volumineux, il y a beaucoup, beaucoup de détails, une attente qualitative importante. Et alors, ouais, effectivement, là, on n'a fait que la partie agencement menuisé. Oui, Mhm. mais quand on fait la partie agencement menuisé, mais qu'on a une connaissance du tout corps d'état, c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'on est plus capable de donner, en l'occurrence, c'était Bouygues, de donner à Bouygues les contraintes, les préalables, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir intervenir dans de bonnes conditions et d'avoir les bons éléments pour livrer, encore une fois, non pas un produit qui doit être retouché, mais un produit qui sera fini directement. Voilà. En l'occurrence, on voit à gauche, ça fait 17 mètres de long, c'est de l'assemblage à mi-bois, il ne s'agit pas de le retravailler sur place, hein. Voilà, Mhm. donc et voilà, il faut que ça soit, qu'on ait bien la poutre pour tout porter, qu'elle soit de la bonne dimension. Donc voilà, on est dans le même métier, c'est un métier de cohérence, c'est un métier de coordination, c'est un métier d'écoute, de passion, parce que c'est pas toujours facile, mais à la fin, on est très fier du résultat en général, et on a appris à chaque fois, on apprend toujours quelque chose, soit à travers des partenaires qui nous font découvrir comment on travaille du tissu, de la pierre, du bois massif ou autre, soit des architectes qui peuvent avoir des idées dingues, et puis des bureaux d'études, même, comme tu dis, sur d'autres métiers, des BE-fluides, avec qui on va chercher des solutions pour faire du soufflage, de la récupération, enfin, voilà, ce genre de choses. J'espère pas avoir été trop long, voilà, et peut-être Très qu'il y a des bien. Est-ce questions. que tu pourrais nous donner un petit peu euh, on a eu quelques aperçus parce qu'il faut être objectif sur le métier. Quelles sont les difficultés, c'est-à-dire à quoi il faut s'attendre, quels sont les bons moments qui font que on est Alors, content, on est fier et on a passé c'est un aussi de métier. bons moments. C'est un métier de bâtiment. Donc, qui dit bâtiment, c'est. Moi, j'ai mes potes de l'industrie qui me disent ouais, vraiment naze dans le bâtiment. Ouais, enfin, je veux dire, on fait que des protos, nous, hein. Alors, voilà, on fait des protos. Donc, qui dit proto dit aléa, forcément. Les aléas, ils peuvent être techniques, ils peuvent être également programmatiques, hein, simplement parce que le maître d'ouvrage peut changer d'avis en fur et à mesure. Donc, on fait quand même en France, on n'est pas les champions de. Je te donne un cahier des charges et tu le réalises. Ça existe dans le retail, certainement un peu plus. Mais en tout cas, peut-être dans le déploiement, mais nous, on n'en fait pas. Donc, je suis incompétent pour en parler. Mais en tout cas, sur les projets qu'on fait qui sont tous différents, j'ai jamais un cahier des charges que je vais réaliser. En moyenne, on a 30, 40, 50% de changements dans ce qu'on a à faire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut être quand même agile et pas perdre le fil. Donc, ça, c'est la première chose. On ne change le cahier des charges, mais en même temps, on ne change pas la date. Donc, ou rarement, ou pas autant qu'on devrait. Donc, il faut être prêt à supporter des charges de travail importantes à certains moments. Il ne faut pas imaginer que ce métier, on puisse le faire d'un bureau de façon sédentaire. Il faut aller se rendre sur place, et puis à la fin, il faut certainement donner un coup de main, parce qu'il faut engager les gens. Donc, c'est à la fois un métier de grande préparation, donc d'organisation, c'est super intéressant. Là, on pense toujours que ça va super bien se passer parce qu'on est super bien préparé, on a fait des super plans. C'est un métier de coordination dans la phase déroulement des travaux, on a des super équipes, ça se passe très bien. Et puis, c'est un métier de livraison aussi. Voilà.
Et la métier de livraison, voilà, parfois ça se passe très très bien, mais de temps en temps, il faut être prêt à relever les manches et à trouver des solutions. On a fait l'an dernier, nos équipes ont fait un 3000 mètres carrés de restaurant 2500 mètres carrés de restaurant dans les Alpes, dans un hôtel 5 étoiles. Le cahier des charges, on l'a eu en septembre. Bon, ils ont terminé, ils ont travaillé tous les week-ends du mois de novembre et décembre, hein. Voilà, c'est comme ça. Mais la satisfaction, c'est ce qu'on livre à la fin. Le fait, c'est comme du rugby, c'est comme, je suis désolé pour les autres sports co, moi je suis plutôt rugby. Donc c'est comme du rugby. À la fin, on s'est renvoyé quand même. On a peut-être un peu mal, mais on est content du résultat quand on gagne. Voilà. Voilà. Normalement, on fait tout pour gagner. Voilà. Donc c'est un Et métier puis, ça d'heures. crée aussi des solidarités avec les équipes avec lesquelles on travaille, parce que quand on a trouvé les solutions, j'imagine qu'on est plutôt… Oui. Oui, ça crée aussi des plaisirs de travailler avec des architectes. Ça crée des vraies relations humaines. C'est ce que… Les gens viennent souvent chercher ça dans le bâtiment, quel qu'il soit. En fait, ils viennent chercher des relations humaines. Dans l'agencement intérieur, on trouve aussi cette même attribut du métier. Et est-ce qu'on a une reconnaissance des maîtres d'ouvrage et des Oui, créatifs de… ouais, tout à fait, tout à fait. Allez, 89 fois sur 10. On peut avoir des créatifs qui vont vous dire qu'on n'a pas respecté leur projet, mais ça, on n'y peut rien. C'est plutôt le maître d'ouvrage qui a voulu qu'on ne respecte pas leur projet pour rentrer dans des prix. C'est plutôt ça le sujet. Donc, on a le rôle d'un vilain petit canard, mais de globalement, l'arbitre entre les deux. voilà, ouais, de l'arbitre, mais globalement, 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, on a des reconnaissances incroyables. Franchement. Et puis, même, on a des reconnaissances quand on fait ce métier dans le prestige. On a des reconnaissances des gens avec qui on n'a pas travaillé, mais qui ont vu le lieu. Et Mm. qui se disent, j'ai vu, c'est hyper beau ce qui a été fait. Donc, il y a une satisfaction. On est sur un métier de réalisation concret. Donc, voilà. Et c'est plus facile de piloter ça, finalement. C'est bien le rôle que tu décris pour le responsable de l'opération. Mais c'est plus facile de piloter de quelque chose de réel, dans lequel on va livrer tous ensemble quelque chose, que quelque chose de virtuel. Enfin, ça, c'est mon point de vue, hein. Je trouve qu'on emmène plus facilement les gens là-dessus. Oui, ça se partage à la fin, ça se voit. Ça se partage, ça se construit, clairement. Ça se voit, ça se construit. Voilà. Il ne faut pas aimer la routine, c'est tout. Voilà. Bien. Je te remercie, Pierre, pour cette illustration très riche. Je vais passer la parole à Romain qui va vous expliquer sur la base de cet environnement dans lequel on travaille, des besoins des entreprises qui sont en tension sur beaucoup de postes et notamment sur les postes de pilote de projet, quelle formation on a construit en collaboration avec les professionnels pour préparer des collaborateurs à avoir à gérer ce type de projet. Romain, je te passe la parole. Merci Coralie. Donc oui, moi je vais vous présenter la solution proposée par l'ESB. Donc pour commencer, c'est de bien mettre en avant que c'est un master spécialisé. Donc c'est une formation qui va se dérouler en un an. Hop là. Et sur 12 mois et en alternance, un mois à l'école et 2 mois dans les entreprises. Le fait que ça soit un master spécialisé, ça amène en fait le degré de spécialisation où on a une formation de base et on vient chercher une casquette de plus ou une spécialisation de plus. Et là, l'idée, c'est de la proposer dans l'agencement. Au niveau du programme pédagogique, ça va être des cours qui sont répartis entre différentes unités d'enseignement. On a entre 300 et 360 heures de formation sur l'année, avec des méthodes pédagogiques qui vont être différenciées entre des intervenants professionnels qui vont venir partager leur métier, leur vision du métier, pour que les apprenants puissent comprendre la réalité de ce à quoi ils vont faire face. Et en même temps, on va avoir des enseignants-chercheurs pour avoir un aspect un petit peu plus académique et avoir du contenu de formation pour aider les apprenants à se former à ce métier-là. Et une des particularités d'un master spécialisé, c'est qu'on va aussi demander aux apprenants de faire un effort réflexif et de rédiger une thèse professionnelle qui va leur permettre un petit peu de réfléchir pour leur métier à des problématiques d'innovation, de prise de nouveaux matériaux et de vraiment proposer une réflexion assez riche sur
sur ce métier-là. Au niveau des cours, on a créé en fait 4 blocs de 1 mois, puisqu'on va être sur 1 mois à l'école, 2 mois dans l'entreprise. Et ces 4 blocs, ils essayent d'accompagner un petit peu un projet d'aménagement. On l'a construit dans ce sens-là, avec une première période où on va revenir sur l'intégration dans l'entreprise avec une compréhension du contexte de l'entreprise, dans quelle entreprise on est, est-ce qu'on est plutôt un tout corps d'État plutôt que sur certains métiers, c'est quoi les stratégies des entreprises qui vont porter ces projets-là, et essayer vraiment de faire en sorte que l'étudiant comprenne bien le contexte organisationnel dans lequel il est. Et en même temps, on va tout de suite revenir sur la notion de management de projet et de cahier des charges. Donc, comment on va essayer de phaser son projet dans le temps, et le cahier des charges, comment on va discuter avec le client pour comprendre ce qu'il veut et transcrire ça le plus fidèlement possible, du moins dans un premier temps. Et ensuite, il faudra revenir dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir cette première base. Ensuite, sur la deuxième période, l'idée, c'est de revenir sur de la recherche un petit peu d'appels d'offres, comment on peut aller créer trouver d'autres clients, avoir aussi une idée de management opérationnel pour savoir comment on va discuter avec des équipes, comment on va essayer de créer de la motivation, de l'engagement entre les différents partenaires, pas forcément avec ses subordonnés, mais avec tous les gens qu'on va devoir, qu'un chargé d'affaires doit contacter. L'idée, c'est de comprendre les clés de motivation et puis tout ce qui va être du relationnel, le savoir-être qui va permettre un petit peu à ce professionnel de s'épanouir avec tous ces métiers-là. Et Pierre a illustré que c'était très important. Et en même temps, on a un côté anglais des affaires et puis interculturel pour se dire que sur des projets assez ambitieux, on peut assez vite partir à l'étranger. Donc l'idée, c'est de donner des outils pour que les candidats puissent réagir sur des chantiers qui ne vont pas être en contexte francophone forcément. Ensuite, la troisième période, là, on va rentrer plutôt dans le dur, où là, on va avoir sur les constructions techniques, les constructions économiques d'une réponse. Donc là, on va avoir aussi de la connaissance des matériaux, on va avoir beaucoup de témoignages de professionnels pour montrer comment ils ont transformé un cahier des charges, quels sous-traitants ils ont été voir. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur la conception de cette réponse et de pouvoir en discuter avec le client. Donc là, c'est une période qui est assez importante à ce niveau-là et qui va permettre un petit peu de redonner des bases techniques, des bases de matériaux à des gens qui n'en auraient pas, et inversement. Et finalement, on a une quatrième période où on va être plutôt sur des conclusions de chantier, sur économie d'entreprise, c'est comment on va gérer un petit peu son bilan financier de fin d'opération, quels sont les indicateurs, quels sont les ratios. On a le management de projet pour montrer la clôture, comment on clôture un projet, c'est quoi les étapes clés, parce que souvent c'est quelque chose qui n'est pas forcément assez, on va dire, appréhendé par les chefs de projet, et avec aussi des idées de suivi de chantier et de négociation commerciale pour finaliser tous ces éléments-là. Donc là, la quatrième période, c'est vraiment essayer d'accompagner les gens dans la clôture de ces métiers. Et donc, entre chaque période, les apprenants seront 2 mois en entreprise, où là, ils vont pouvoir s'aguerrir sur des vrais chantiers, des vrais projets d'aménagement, et ça sera normalement assez enrichissant pour eux de pouvoir alterner entre ces phases de concret, puis ces phases d'école où on va leur permettre de relever un petit peu la tête et de recomprendre et de prendre du recul sur l'activité. Je vais pas faire la liste, mais comme c'est un diplôme qui est accrédité par les CGE, on a des conditions particulières pour y candidater. Donc, il faut avoir un bac plus 5 ou alors avoir une formation du supérieur avec suffisamment d'ancienneté professionnelle pour pouvoir l'intégrer. Mais ça, c'est plutôt à voir au cas par cas. Donc, c'est des choses auxquelles on pourra répondre à chaque candidat qui contacterait l'école. Peut-être pour finir, le processus de candidature pour le master spécialisé. Donc Anne-Charlotte est là pour aussi préciser les points qui seraient nécessaires à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est d'abord de faire une candidature. Et nous, ensuite, à l'école, on va avoir un jury qui va étudier le dossier pour voir si tous les éléments sont là. Et après l'étude de ce dossier, on vous propose un entretien de motivation pour retenir finalement la candidature ou non. Et ça, c'est
c'est quelque chose qui est ouvert dès aujourd'hui et qui va courir sur les mois qui viennent, avec une volonté d'ouvrir le master en septembre 2024. Et ça va être bon pour moi. On est donc là encore 5-10 minutes pour pouvoir répondre à des questions, éclairer des points qui resteraient un petit peu flous pour les auditeurs. Une petite, je reviens sur le contenu de la période 3 à l'école, qui évoque l'économie circulaire. La préservation de l'environnement, c'est un sujet important pour l'ESB, et on le voit dans toutes les formations, y compris celle-ci. Il n'y a pas de raison qu'elle y échappe. L'environnement et ce métier, ou l'environnement et ses clients, ses prescripteurs, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur piège? C'est un peu une question piège, mais bon, c'est important de le savoir et puis peut-être de faire évoluer les choses. Non, il n'y a pas de question piège. D'abord, chacun est un peu particulier. Après, moi, j'ai ma vision de ce métier. Je voudrais que, en fait, pour que ça marche dans ce métier, il faut que chacun soit à sa place. C'est-à-dire l'agenceur doit être à sa place, le concepteur, l'architecte doit être à sa place. Chacun doit faire un métier et le faire correctement. Moi, je privilégie, et ce que je demande de bien distinguer le rôle de l'architecte intérieur de celui du maître d'ouvrage. Et c'est bien important. Celui qui paye, ce n'est pas celui qui conçoit. Et vice-versa. Voilà. C'est important parce que, en fait, sinon, on va au-devant de difficultés. Il faut bien comprendre ce jeu d'acteurs. Moi, je me méfie toujours en fait, encore une fois, quand les gens sortent de leur rôle, que ce soit nous ou les architectes ou les maîtres d'ouvrage, c'est très compliqué. Il y en a un qui tient les cordons de la bourse, le planning, c'est le maître d'ouvrage. Il y en a un qui conçoit, qui répond à un cahier des charges, et qui est là pour être très, très, très créatif, c'est l'architecte. Et celui qui est là pour exécuter, ce sont les entreprises, et en particulier les agenceurs. Voilà. Et oui, une fois qu'on a compris ce rôle-là, ça va bien. Voilà, ça va très bien. Et il faut respecter chacun pour son apport. Donc, si on travaille bien avec l'architecte, on respecte, il ne s'agit pas de créer à sa place, il s'agit de lui proposer des choses. Voilà, c'est très important de lui proposer des choses. Il s'agit de savoir quelles sont les attentes réelles du maître d'ouvrage, c'est-à-dire que quand on connaît le budget, c'est quand même plus simple que quand on joue au chat et à la souris. Voilà, donc c'est aussi tout ce travail-là de mettre en confiance les interlocuteurs dont tu parles, pour que tout le monde soit dans une relation de confiance, pour qu'on ait les bons attendus. Ça ne sert à rien de travailler sur un projet. Je sais pas, on a 1 million d'euros et on est en train de travailler sur un projet dont tout le monde sait qu'il va valoir 2 millions d'euros. Donc, soit l'architecte ne correspond pas, ne satisfait pas le besoin, soit le client ne nous dit pas tout à fait la vérité. Voilà, c'est un peu ça. En fait, l'environnement, chacun a son rôle, il faut mettre tout le monde dans sa partie et essayer d'avoir les vraies données. Et merci. On peut peut-être On a prendre les une questions question. du Voilà, chat. on a une question. Alors, la question, nous, on n'a pas d'expérience bateau, mais pour en discuter avec des, comment dire, des confrères, non, on est sur des choses qui sont quand même en bateau, on ne peut pas se permettre trop de changer, on a des timings. Alors après, ça dépend si vous parlez des yachts individuels ou si vous parlez des paquebots. Voilà. Donc, On avait illustré ce métier sur du nautisme et des paquebots avec un précédent webinaire que vous pourrez retrouver sur le net, et où effectivement ce métier se pratique aussi dans les bateaux, des petits et des très grands, et ça a aussi des contraintes particulières, notamment en termes de gestion d'espace et de poids, qui sont souvent des sujets cornéliens. Tout à fait. Voilà. Il y a d'autres questions. Oui. Après, ce qui est aussi intéressant, dont on n'a pas beaucoup parlé, il ne me semble pas, c'est l'intégration de plus en plus des concepts du réemploi, qui sont des vrais sujets sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de solutions industrielles, en tout cas ou semi-industrielles, et où il faut faire preuve d'imagination pour trouver la solution. Voilà, on va avoir de plus en plus de demandes, soit de particuliers, soit d'hôteliers. Hein. Les hôteliers ont envie ensuite de communiquer là-dessus. Il y a aussi des impacts. Moi, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'un hôtelier ne trouvait pas de financement s'il n'était pas BREEAM Excellence, donc un label d'excellence, comment dire, d'éco-responsabilité.
Et s'il n'a pas son label, il paye très très cher son financement. Donc ça commence aussi à impacter toute la contrainte. construction. Voilà. Et nous aussi, d'ailleurs. Voilà. Un autre appel. Monsieur Launay, vous avez une question? Oui, bonjour. Oui, j'avais une question. Merci de vous donner la parole. Merci pour les interventions. Je souhaitais avoir une information, une précision sur les entreprises cibles de la formation. Vous avez parlé donc des agenceurs. Est-ce qu'il y avait d'autres typologies d'entreprises, agences de décoration ou de la filière forêt-bois qui seraient aussi sujettes à employer les élèves de la formation? Et j'ai une question suivante, Alex, c'était de savoir à quel moment les étudiants devaient trouver une entreprise pour faire le contrat de professionnalisation, l'alternance, et donc aussi connaître la typologie des entreprises pour peut-être les chercher en amont afin de candidater avec une entreprise, ou si l'ESB avait des entreprises partenaires de la formation. Voilà. Alors, en un mot, d'une manière générale, après, Romain vous expliquera peut-être plus de détails, mais beaucoup d'entreprises recherchent des profils pour pouvoir suivre cette formation, c'est-à-dire qu'on est plus en recherche d'étudiants que d'entreprises pour les contrats d'alternance. Donc, si vous n'avez pas par vous-même la possibilité de trouver une entreprise pour votre alternance, l'ESB vous mettra en relation, il y a beaucoup de professionnels qui cherchent. Donc, ce ne sera pas une difficulté. Mais globalement, on reste quand même, par contre, dans les entreprises d'agencement et d'aménagement. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est vrai que c'est bien de le dire. Non, mais à deux titres, c'est que en fait, la formation était vraiment conçue pour ça. Vraiment, et qu'elle va trouver tout son intérêt dans nos métiers. Voilà. En revanche, il y a beaucoup d'entreprises en France qui sont intéressées par ce type de profil. Hein. On n'est pas sur on dépasse largement, je pense qu'on est à plus de 50 entreprises qui sont intéressées par ce type de profil. Voilà. On a aussi des entreprises qui font partie des aménageurs, agenceurs et qui vont fabriquer du mobilier et qui ont dans leur département des départements de fabrication sur mesure. Je pense par exemple à des entreprises comme Rosé, qu'on connaît pour être éditeur, mais qui aussi, dans beaucoup de projets, a besoin de faire du sur mesure et qui pourra aussi, du coup, dans ce cadre-là, être éligible à l'alternance ou à embaucher des diplômés à la sortie de la formation. Tout à fait. Ok, merci pour vos réponses. On a une question de Ludovic concernant le domaine dont on peut venir. On va étudier les profils des candidats un par un. Donc, en fait, si cette formation vous intéresse, je vous invite avant tout à candidater et on verra avec vous si votre précédente formation est pertinente ou pas. On peut ne pas venir de la construction bois et candidater à cette formation, il n'y a aucune difficulté. C'est absolument pas un prérequis. Au contraire. Après, l'informatique ou l'électronique, c'est peut-être un petit peu éloigné, mais ça dépend de ce que vous avez fait par vous-même, de l'expérience que vous avez eue. Est-ce que vous avez déjà touché à de la gestion de projet et ça dépend dans quelle entreprise vous voulez intervenir et dans quel ensuite type d'activité vous voulez vous exercer votre métier. Je ne vous cache pas qu'effectivement, l'électronique, c'est un petit peu éloigné, mais on n'a pas besoin de venir de la construction ou du bois. Je vous invite à nous contacter et on pourra avoir un échange voilà, spécifique avec vous pour répondre à cette question. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais je comprends que ça peut faire envie, même si on n'est pas de ce métier. Oui, moi je travaille sur un projet de reconversion et j'ai entendu plein de choses, des compétences totalement transposables, Oui. la gestion coût-qualité-délai, la traçabilité que vous parliez tout à l'heure. On ne fait pas une demande d'évolution avec un tracé juste avec un email ou autre. Il y a vraiment beaucoup de choses similaires et je pense que les deux Ça mondes dépend peuvent de se l'entreprise rejoindre. qui vous accueillera en alternance, si elle a, je dirais, un binôme très technique à mettre avec vous sur les projets et si elle cherche plus particulièrement quelqu'un qui va être le gestionnaire du projet, le manager des interlocuteurs et qui aura avec lui un binôme technique pour
avoir l'expérience que vous n'avez pas forcément acquise dans votre expérience professionnelle ou dans vos formations. D'accord. D'autres questions? Merci. Je vous en prie. Pas d'autres questions? Est-ce que... Ah, une en cours. Ah, quelqu'un qui écrit, oui. Julien. Est-ce que Pierre, en attendant que Julien finisse de nous poser sa question, tu as un autre message à passer, ou Romain? Merci Julien. Non, merci. Non, pas d'autres messages. Et pour aller dans ton sens, c'est vrai que ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Il n'empêche néanmoins que je trouve qu'il faut arriver, enfin, si on ne vient pas du tout de ce métier, il faut faire, on peut très bien faire cette formation, mais on gagnera à avoir fait une étape un peu plus production, quoi. En fait, quelque part, sur place, peut-être une conduite de travaux sur des plus petits chantiers, des choses comme ça qui permettent vraiment d'acquérir quelques réflexes et de gagner du temps. Parce que Mettez à sans... profit. Ouais, je trouve que c'est peut-être ce qu'il faut. Après, nous, on a des gens qui viennent d'autres domaines, hein, qui ont pu progresser, mais ils ont quand même passé 2 ans sur être quand même très opérationnel, plus opérationnel que ce métier qui est un métier de coordinateur, vous l'avez bien compris, de chef de projet, mais qui va peut-être pas faire les plans. Donc, il faut trouver quand même une porte d'entrée, soit quasiment conduite de travaux, mais de entreprises plus petites où on fait plus de choses. Enfin, voilà, faut acquérir quand même un peu d'expérience. Moi, je le pense. Mettez à profit les 6 mois qui viennent avant septembre. Voilà, rien que ça. Et c'est rien que pour gagner en crédibilité, parce que c'est quand même un métier, le bâtiment, en général, et on en fait partie, où on a quand même un petit peu des réflexions un peu, ou comment dire, des pensées un peu traditionnelles. Voilà. Très bien. Écoutez, si on n'a pas de questions supplémentaires, merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir pris 1 heure de votre temps pour être avec nous. Je rappelle que les entreprises d'agencement sont en recherche de profils et sont prêtes à vous accueillir en alternance. Donc, ne vous empêchez pas, si le sujet c'est trouver une entreprise en alternance, on vous aidera à en trouver. Voilà. Et derrière, vous n'aurez pas de difficulté à trouver un poste en sortie de ce type de formation. Merci à tous. On est après cela à votre disposition à l'ESB et notamment à l'équipe d'Anne-Charlotte pour répondre à vos questions en ce qui concerne les inscriptions. Et vous avez sur le site de l'ESB toutes les informations pour nous contacter. Et puis éventuellement, on vous renvoyera par mail la bonne boîte mail et les bons contacts pour avoir des informations complémentaires. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Et puis, j'en profite pour vous dire qu'on organisera sans doute 1 ou 2 autres webinaires dans les mois qui viennent. Donc, surveillez vos messageries. On vous informera des prochains. Merci à tous. Merci Pierre. Merci Robin. Merci Anne-Charlotte. Merci à tous. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.